Donc, honorable assistant, c'est un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, permettez-moi de présenter le deuxième sujet lors de cette session du jeune cardiologue face aux urgences, qui portera sur le traitement du choc cardiogénique. Situation fréquente que nous vivons dans notre quotidien et dont la gestion représente toujours un challenge. Stade ultime de l'insuffisance cardiaque, le choc cardiogénique est une urgence vitale, grevée d'une lourde mortalité et d'un mauvais pronostic, nécessitant une réaction immédiate pour réaliser un état hémodynamique satisfaisant par un traitement symptomatique et étiologique. Il s'agit d'un tableau clinique sévère, régulièrement rencontré dans les services d'urgence, associé le plus souvent à un syndrome coronarien aigu. Sur le plan clinique et hémodynamique, il se définit par la persistance de signes d'hypoperfusion tissulaire, malgré la correction d'une éventuelle hypovolémie ou trouble du rythme majeur. Les critères diagnostiques généralement retenus sont une hypotension inférieure à 90 mm de mercure ou une chute de la pression artérielle moyenne de plus de 30 mm de mercure, un débit cardiaque effondré, une pression artérielle pulmonaire d'occlusion élevée, une augmentation de la différence artério-veineuse et des résistances systémiques très élevées. La prise en charge du choc cardiogénique repose sur un traitement symptomatique qui doit assurer la prise en charge des défaillances d'organes et l'optimisation hémodynamique et, si besoin, le recours aux assistants circulatoires mécaniques, et sur un traitement étiologique qui consiste le plus souvent en une revascularisation d'une cardiopathie ischémique. Avant de démarrer tout traitement, il faut d'abord monitorer le patient. Un monitorage invasif de la pression artérielle sanglante est fortement recommandé, en particulier en cas de recours aux agents vasopresseurs, ainsi qu'un monitorage non invasif. La prise en charge du choc cardiogénique se fait en 3 volets. Apprécier la volémie, démarrer un traitement pharmacologique et puis, si besoin, une assistance circulatoire. Le traitement pharmacologique du choc cardiogénique associe des agents inotropes pour optimiser la contractilité myocardique et des agents vasoconstricteurs, généralement nécessaires pour maintenir une pression de perfusion, dont le meilleur régime fait débat. Avant l'introduction de catécholamine, la première étape est d'éliminer une composante hypovolémique. Ainsi, il est recommandé de réaliser un test de remplissage par cristalloïde, en l'absence de signes cliniques de surcharge. En cas de non-réponse, l'administration de drogues vasoactives doit être envisagée. Première ligne thérapeutique, les inotropes sont utilisés afin d'améliorer le débit cardiaque, en renforçant les fonctions myocardiques contractiles. Néanmoins, ils ont également des effets secondaires, notamment rythmogènes. Concernant les mécanismes d'action des inotropes, la dobutamine est un agoniste des récepteurs bêta-1 adrénergiques. Elle entraîne l'activation de l'adénylcyclase, qui catalyse la conversion de l'ATP en AMP cyclique. Celle-ci active la protéine kinase 1, ce qui a pour effet d'ouvrir les canaux calciques membranaires, permettant une entrée de calcium dans la cellule. La liaison du calcium à la troponine est nécessaire en systole pour la contraction myocardique. La dobutamine a également un effet vasodilatateur sur les cellules musculaires lisses et un effet vasoconstricteur à forte dose par stimulation des récepteurs alpha-1 vasculaires. Elle est recommandée à des doses allant de 5 à 20 microgrammes km. Elle représente théoriquement le meilleur profil. Malgré cela, il a été suggéré qu'elle puisse induire une augmentation de mortalité dans une population où la prévalence de cardiopathie ischémique est élevée. Ceci a été démontré dans l'étude FIRST, réalisée chez des patients en insuffisance cardiaque congestive. Les 80 patients ayant reçu de la dobutamine avaient une mortalité plus élevée que les patients qui n'en avaient pas reçu, avec une mortalité de 70 versus 37%. Une analyse post-hoc de l'essai randomisé ESCAPE, menée sur 433 patients, avait démontré, en analyse ajustée sur un score de proportion, on retrouvait une surmortalité à 6 mois dans le groupe de patients ayant reçu des inodilatateurs, avec un pourcentage de 86% avec la dobutamine. Dans la cohorte internationale rétrospective Alarme HF, menée sur 4 953 patients en décompensation cardiaque aiguë, dont 520 en choc cardiogénique, on observait chez les patients recevant des inotropes ou des vasopresseurs une augmentation de la mortalité hospitalière à 26,5%. Ces résultats, possiblement biaisés par le fait que les catécholamines sont introduites chez les patients les plus graves, étaient néanmoins confirmés après ajustement par un score de propension visant à corriger ce biais d'allocation. Les résultats des différentes études détaillées ci-dessus expliquent les recommandations en faveur d'une utilisation prudente des inotropes dans l'insuffisance cardiaque aiguë, avec signe d'hypoperfusion périphérique. L'étude française menée en 2014 avait proposé l'adjonction d'ivabradine, inhibiteur spécifique des canaux, à la dobutamine au cours du choc cardiogénique et avait montré
une amélioration significative de la FEVG après adjonction d'ivabradine, avec un intérêt à limiter l'effet tachycardisant potentiellement délétère de la dobutamine, sans diminuer le débit cardiaque. Des travaux de plus grande envergure restent néanmoins nécessaires pour confirmer ce premier résultat. L'AMP cyclique est convertie en AMP par la phosphodiesterase 3. Les inhibiteurs de la phosphodiesterase 3 bloquent cette enzyme, ce qui a pour conséquence une augmentation de l'AMP cyclique et donc la même cascade détaillée avec la dobutamine. La milrinone et l'énoxymone sont indiqués en cas de réponse insuffisante aux inotropes ou chez les patients sous bêta-bloquants. Ils sont plus efficaces pour abaisser les pressions de remplissage ventriculaire que la dobutamine, avec une action vasodilatatrice plus marquée, mais sont à utiliser avec précaution chez le coronarien et l'hypoxémique. Dans un essai rétrospectif comportant 329 patients admis pour insuffisance cardiaque aiguë, Yameni et al. Ne retrouvaient pas de différence de mortalité hospitalière entre les patients traités par milrinone et par dobutamine. Le lévosimendan, lui, est un sensibilisateur calcique de la troponine C et augmente la contractilité sans modifier le pool intracellulaire de calcium. Il améliore donc les fonctions systoliques et diastoliques sans influencer la consommation en oxygène du myocarde et permet une vasodilatation dans les territoires pulmonaires, coronaires et systémiques. Dans l'essai randomisé de phase 2 LIDO, comparant le lévosimendan à la dobutamine chez 203 patients en insuffisance cardiaque aiguë avec bas débit cardiaque, les patients du groupe lévosimendan ont présenté le critère de jugement principal d'amélioration de 30% du débit cardiaque et de diminution de plus de 25% des pressions artérielles pulmonaires, et le critère de jugement secondaire, qui était la diminution statistiquement significative de la mortalité à 6 mois, 26% versus 38% avec le groupe dobutamine. Une autre étude espagnole a comparé 22 patients ayant un choc cardiogénique post-infarctus, avec une prédominance de dysfonction systolique du VG, et a montré une amélioration significative des paramètres échographiques de la fonction diastolique chez les patients traités pendant 24 heures avec le lévosimendan. Cependant, l'étude Survive réalisée en 2016, qui compare le lévosimendan avec la dobutamine chez 1327 patients traités pour une décompensation cardiaque aiguë, démontre qu'après 180 jours de traitement, il n'y avait aucune différence de mortalité dans les deux groupes, toutes causes confondues. Le lévosimendan pourrait être une alternative intéressante, mais il n'a pas fait la preuve de supériorité à long terme dans la population de patients en choc cardiogénique. Les recommandations européennes concluent donc qu'en raison de ses effets hypotenseurs, il ne doit pas être utilisé si la pression artérielle systolique est inférieure à 85 mm de mercure, à moins d'une association avec un autre agent inotrope ou vasopresseur. Les vasopresseurs ne sont pas recommandés en première ligne dans la prise en charge du choc cardiogénique. Néanmoins, en cas de persistance d'hypotension ou de signe d'hypoperfusion d'organes, après optimisation de la volémie et mise en route des agents inotropes positifs, l'agent de choix dans ce contexte est la noradrénaline, avec une dose initiale de 0,2 à 1 g/km. La dopamine n'est plus recommandée pour le traitement des états de choc. Une étude multicentrique portant sur 1679 patients et comparant la dopamine avec la noradrénaline au cours des états de choc avait retrouvé en effet significativement plus d'effets secondaires avec une mortalité à 28 jours dans le groupe dopamine. L'étude internationale prospective CardChoc amène des éléments de réponse concernant l'utilisation de l'adrénaline dans le choc cardiogénique. Le facteur étudié était l'exposition aux inopresseurs ou aux inodilatateurs dans les 4 premiers jours d'hospitalisation en réanimation. Parmi les différents régimes de catécholamine, seule l'administration d'adrénaline, seule ou en association, était associée en analyse multivariée à une augmentation de la mortalité à 90 jours. Cet algorithme résume la prise en charge pharmacologique de l'état de choc cardiogénique. Donc, devant des signes de choc cardiogénique, une épreuve de remplissage doit être envisagée en l'absence de signes de surcharge. En cas de non-réponse, les agents inotropes sont démarrés avec un monitorage invasif. Si toujours pas de réponse, le recours aux agents vasopresseurs est indiqué. Et si toujours pas de réponse, une assistance circulatoire doit être envisagée. La mortalité du choc cardiogénique stagne malgré l'amélioration de la prise en charge des syndromes coronariens aigus. Cela nécessite l'introduction de catécholamine ou de substances apparentées, dont le meilleur régime fait encore débat. S'il semble clair que la dopamine ne doit plus être utilisée, plusieurs études ont révélé une augmentation de la mortalité en cas d'utilisation isolée des inopresseurs, avec un fort rationnel à l'utilisation des inodilatateurs. Chez les patients les plus graves, une combinaison thérapeutique inopresseur-inodilatateur semble associée à un meilleur pronostic. Le lévosimendan pourrait être une alternative intéressante, mais il n'a pas fait preuve de supériorité à long terme dans une population de patients en choc cardiogénique. Je vous remercie pour votre attention.